Mesdames, Messieurs, bonsoir pour cet énième journal de bord du FN 92. Aujourd'hui, nous recevons Geoffroy Rompierre, candidat à Levallois-Perret, et notre ami Marc Duret, du Plessis-Robinson. Bonsoir Rémi. La campagne est bel et bien démarrée. Pour nous, ça fait déjà un certain temps, puisque nous avons 14 listes. Je vous rappelle qu'il y a 6 ans, nous n'en avions que 3. Donc c'est déjà un beau succès d'avoir convaincu 14 personnes d'être candidats du Front National et du Rassemblement Bleu Marine. Ces candidats ne peuvent pas se présenter seuls, il leur faut une liste complète, ça aussi entre 30 et 50 personnes. Donc il faut absolument que vous n'hésitiez pas à prendre contact avec eux pour être sur leur liste. Car sachez que jusqu'à présent, si 6 listes sont complètes sur les 14, ça veut dire qu'il en reste 8 qui ne sont pas encore complètes. Vous comprenez bien que s'il manque une seule personne sur ces listes, c'est l'intégralité de la liste qui part à la poubelle. Voilà l'enjeu. Donc je vous cite rapidement les listes, les communes où nous sommes présents: Clichy, Levallois, Courbevoie, Puteaux, Nanterre, Suresnes, Saint-Cloud, Boulogne-Billancourt, Issy-les-Moulineaux, Montrouge, Clamart, Châtillon, Le Plessis-Robinson, Antony, et puis peut-être bien deux de plus, à savoir Sèvres et Châtenay-Malabry. Geoffroy, les préfets ont alerté le gouvernement à travers leur synthèse mensuelle sur le climat économique et social, datée du 25 octobre dernier. Il s'agit d'un document confidentiel établi par le secrétariat général du ministère de l'Intérieur et adressé aux plus hautes autorités de l'État. Il compile les observations de ces grands commis dans chacun des 101 départements français. Que nous révèle ce document et que tires-tu comme piste de réflexion? Alors c'est un document qui est intéressant à plusieurs titres. Tout d'abord, il faut savoir que les préfets, habituellement, n'ont pas vocation à utiliser les mots qu'ils ont utilisés pour établir ce fameux rapport. Puisque dans ce rapport, où on a plutôt l'habitude en général de lire des mots qui sont toujours feutrés à l'image des savants de la République, on lit cette fois-ci des mots tels que crispation de la société, exaspération, colère, chômage évidemment, un élément incontrôlable. C'est une vraie alarme finalement que les préfets aujourd'hui ont collectivement, puisque encore une fois il s'agit de l'ensemble des préfets de la République, ont envoyé à Paris au ministère de l'Intérieur, ce qui est profondément inhabituel et ce que je crois qui aura très certainement alerté à juste titre notre cher ministre de l'Intérieur sur l'état de la France aujourd'hui, qui est véritablement au plus profond même des régions réellement dramatique. Les préfets mettent en avant plusieurs éléments. Ils mettent en avant ils mettent en question finalement la légitimité de l'impôt que les gens peuvent nourrir aujourd'hui, ce qui est un fait relativement nouveau. Et ça, c'est un fait qui effectivement peut conduire à une grève de l'impôt très clairement. Et on a vu ici et là déjà des protestations, des mouvements qui se mettaient progressivement en place. Il est certain aussi que ce qui alerte les préfets, et encore une fois dans tous les départements de France, c'est qu'on a affaire à des gens qui n'ont pas grand-chose finalement parfois en commun et qui se coagulent, qui s'organisent dans un but commun, le but étant finalement de s'élever contre ce qu'ils considèrent être l'injustice fiscale notamment, mais pas seulement, du gouvernement actuel. Donc ce mécontentement qui ne se limite pas évidemment à la Bretagne, les préfets l'ont évoqué longuement, et je crois que c'est un signal très fort pour le ministère de l'Intérieur et pour évidemment François Hollande à l'Élysée, qui devrait faire attention à ces remontées d'informations qui, encore une fois, émanent des représentants de l'État qui, par tradition et par culture et coutume, ont généralement plus l'habitude de d'écrire des mots plutôt sur des feuillets très doux, très souples, et certainement pas en tout cas avec un vocabulaire qui a été cette fois-ci employé. Je pense que François Hollande ferait bien d'y prendre garde. Merci Geoffroy. Marc, pourrais-tu nous commenter l'actualité économique, s'il te plaît? Avec plaisir Rémi, puisque cette semaine il y a quelques chiffres importants qui sont tombés, qui concernent le troisième trimestre 2013. Troisième trimestre, c'est-à-dire juillet, septembre, c'est les premiers chiffres qui sont tombés. Et je ne les ai pas tellement entendus à la une des médias.
Donc malheureusement, il y a un ras-le-bol aujourd'hui contre l'impôt, contre l'excès d'impôt. Geoffroy, tu viens de le rappeler, mais les Français vont voir qu'avec les chiffres qu'on peut trouver sur le site de l'INSEE, si les journalistes y allaient, ils faisaient leur travail pour nous donner des analyses meilleures, mais on trouve ces sites sur l'INSEE. Donc on va voir que cet effort d'imposition qui est énorme, eh bien il est un peu en pure perte. Alors François Hollande, le 14 juillet, nous avait dit que la croissance revenait. Le premier chiffre du troisième trimestre est tombé, moins 0,1%. Le deuxième trimestre avait vu un rebond uniquement parce que l'hiver et le printemps ont été froids. On a consommé plus d'électricité, plus de fioul. Voilà au point où on en est réduit. Alors les chiffres, on voit que l'investissement continue à baisser, moins 0,6. Ça fait plus de 2 ans que l'investissement baisse continuellement. On voit aussi que la production industrielle continue à baisser, moins 1% dans le trimestre. Alors, hier, M. Moscovici a présenté son budget rectificatif 2013. C'est assez que l'Assemblée approuvera, c'est assez en Conseil des ministres. Qu'est-ce qui montre ce budget? Je vais parler recettes, parce qu'on a augmenté les impôts. De combien devait-on augmenter les impôts cette année? Eh bien, pour le budget d'État, on avait voté 28 milliards de plus d'impôts, c'est-à-dire 10,4%. Je ne sais pas quel citoyen voit sa paye augmenter de 10,4%. Alors, par exemple, l'impôt sur le revenu, c'est en 2013, voté l'année dernière, augmenté de 23%, ou l'impôt sur les sociétés de 29,7%. J'ose pas dire 30% parce qu'on va me dire que ce n'est pas la réalité. Et la TVA devait augmenter, selon les prévisions de nos élites socialistes, de 3,4%. Tout ça, ça fait 298 milliards. Et bien dans les recettes, qu'est-ce qu'on va être capable de donner au gouvernement, malgré ce que ressentent la grande majorité des gens? Eh bien, il va manquer 11 milliards. 11 milliards. Simplement. L'impôt sur le revenu, moins 5% par rapport au budget de l'année dernière, par rapport aux prévisions de budget de l'année dernière. L'impôt sur les sociétés, moins 8%. Et la TVA sera en baisse cette année. On va moins payer de TVA que l'année dernière. C'est une première. C'est une première. Alors, qu'est-ce que ça démontre? Ça démontre que l'économie française est asphyxiée petit à petit par l'impôt. Mais je vais quand même là-dedans ressortir quelques chiffres, parce que si le gouvernement tente d'équilibrer son budget, donc il y a des dépenses qui étaient prévues qui sont bloquées, qui ne seront pas faites, et d'autres dépenses qu'on est obligé de faire. Ça s'appelle les ouvertures de crédit en cours d'année. Il y en a une qui est assez grosse, c'est le Mali, la guerre du Mali. Ça va coûter à la France 578 millions d'euros. Bon, il faut y passer. Je constate aussi que la masse salariale des fonctionnaires dérive, plus 417 millions par rapport aux prévisions. Et puis, on nous accuse souvent au Front National de gonfler les chiffres, mais l'aide médicale d'État, il faut remettre au pot 156 millions, et l'hébergement pour les demandeurs d'asile, il faut remettre que 100 millions. Donc, on voit que le gouvernement fait des prévisions trompeuses et qui nous ment. Troisième chiffre important qui est tombé, le nombre d'emplois marchands. 17 000 emplois marchands détruits au troisième trimestre, 107 000 en un an. Je rappelle qu'en France, il faut créer à peu près 250 000 emplois par an, rien que pour stabiliser le chômage, puisque la population augmente. Bon. Donc, en conclusion de ces chiffres, on voit qu'ils sont médiocres, mauvais, que l'économie française, malheureusement, décline lentement mais sûrement, et que François Hollande et les socialistes ont carrément menti aux Français sur le rebond de l'économie française. Eh bien, je te remercie Marc pour cette analyse. Geoffroy, en ce qui concerne la ville de Levallois-Perret, il est question d'une extension de la ligne 3 du métro. Peux-tu nous en parler? Alors, les questions d'une... ça c'est pas d'hier, ça fait des années, c'est un peu l'arlésienne,
de la vie politique locale. Effectivement, les questions d'une extension de cette fameuse ligne 3, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une ligne qui relie l'est de Paris, de la station Galigny, à son terminus ouest, nord-ouest, qui est le pont de Levallois. Il est clair que depuis 70 ans, le pont de Levallois représente une forme de cul-de-sac, puisqu'on s'arrête juste avant la Seine, le métro s'arrête juste avant la Seine, et tout l'enjeu aujourd'hui réside à relier cette fameuse ligne numéro 3 de l'autre côté de la Seine, dans la commune de Courbevoie, où nous avons la gare SNCF Bécon-des-Bruyères. Et cette gare, évidemment, est un lieu de transit important pour tous les Franciliens qui prennent le train pour se rendre à leur travail, de la SNCF, et créer une station qui n'est pas très éloignée finalement du pont de Levallois, puisqu'il y a à peu près 1 km de distance. Alors après, tunnel ou pont, c'est une autre question technique, c'est pas le débat ce soir, mais permettre à des centaines de milliers de gens finalement de pouvoir rejoindre la commune de Courbevoie directement via Paris sans emprunter la SNCF, et je crois de nature à soulager également la station SNCF Clichy-Levallois existante aujourd'hui et qui est de l'avis de beaucoup de gens d'une part saturée et surtout pas très efficiente. Donc alors il y a un problème évidemment au niveau de la région Île-de-France, puisque les élus socialistes aujourd'hui ont un malin plaisir, si je puis dire, à mettre des bâtons dans les roues dans tout ce qui est proposé par les élus UMP, même si on observe ici et là que souvent le PS et l'UMP ont tendance à voter dans le Conseil général beaucoup de lois en commun. Mais il se trouve que sur ce point-là, Jean-Paul Huchon et ses collègues, et notamment les Verts, qui ont encore récemment déclaré le vice-président au transport à Île-de-France, qui disait que finalement la ligne numéro 3 et les habitants de Levallois étaient très bien desservis, que ça suffisait comme ça. Donc évidemment les Levalloisiens apprécieront, puisque une moyenne a été établie comme quoi dans les heures de pointe on était à entre 4 et 6 personnes au mètre carré, voilà, à peu près comme au Japon. Bref, tout ça pour dire que les élus socialistes de l'Île-de-France mettent évidemment de la mauvaise volonté pour faire avancer les dossiers, ce qui est complètement aberrant, parce que en toute logique ça ne devrait pas être une question de couleur politique. Il est certain qu'en cas d'élection à la mairie de Levallois, je rassemblerai toutes les forces en présence, et notamment la population, ce qui est la première d'entre elles, pour faire pression sur les élus de la région, quels qu'ils soient, par l'intermédiaire d'un référendum, alors un référendum qui serait dans la commune de Levallois, mais qui pourrait aussi, par accord, s'étendre dans d'autres communes périphériques. L'enjeu et le but étant, encore une fois, de porter la voix du citoyen auprès des élus de l'Île-de-France qui, trop souvent, considèrent leurs administrés comme de simples vaches à lait et finalement les considèrent avec trop peu d'égards. Voilà. Donc ce sera une des missions qui sera la mienne en cas d'élection à la mairie de Levallois. Eh bien, merci Geoffroy pour tous ces détails. Marc, il semble que la France redevienne raciste. En tout cas, c'est ce que disent les médias. Qu'en est-il? Alors, effectivement, Rémi, il y a quelques insultes qui ont été proférées envers le garde Sceaux, Madame Taubira. Et ça a provoqué un débat médiatique qui m'apparaît hors de proportion. Alors, la France devient-elle raciste? C'est la question qu'on nous pose tous les jours depuis la semaine dernière. Alors, je voudrais être très clair. Premièrement, nous n'approuvons pas ces insultes. Deuxièmement, je redis qu'au Front National, nous trouvons Madame Taubira extrêmement idéologique et qui mène une politique qui va être catastrophique. En plus, un hebdomadaire qui n'est pas extrémiste, c'est l'Express, nous apprend que Madame Taubira ne travaille pas, il faut le savoir. Enfin, moi, avant de parler de ce débat, les bien-pensants, ils ont été bien absents. Ils sont bien absents à chaque fois que nos hommes politiques du Front National ou du Rassemblement Bleu Marine sont insultés. Ça, ils ne réagissent pas beaucoup. Alors, ce débat est artificiel et moi je le trouve scandaleux. Ce débat, la France n'est pas un pays raciste. On peut le prouver très simplement. L'immigration en France continue. Est-ce que des gens viendraient chez nous si nous étions un pays raciste? Et évidemment, nous leur donnons l'égalité aujourd'hui surtout sur les avantages sociaux, etc., sur les aides sociales.
Donc nous ne sommes pas un pays raciste, c'est faux. En fait, le pouvoir, il fait diversion avec ses antiracistes professionnels, au premier rang desquels, évidemment, SOS Racisme, dont il faut rappeler que SOS Racisme n'a pas 500 adhérents et que 18% de son budget est payé par vos impôts. Alors, on a eu Madame Léonara, décidément, entre Léonarda et Léomara, c'est pas terrible ce prénom en ce moment, Léonara Mialo, prix Femina, hein, elle est camerounaise d'origine, et elle a dit sur France 2, chez TADI, l'addition doit être payée. Vous vous rendez compte, l'addition doit être payée, doit être présentée par contre, mais c'est une artiste, alors il faut qu'on la pardonne. Hein. Alors moi, ce que j'aimerais bien dans tous ces débats, c'est entendre des immigrés récents, qui sont devenus français ou pas, des antiracistes aussi, des pseudo-intellectuels, nous dire que la France c'est un beau pays, c'est un pays accueillant, c'est un pays qui aide les gens, et c'est un pays finalement où il y a beaucoup de gens qui aimeraient faire leur vie. J'aimerais qu'on nous dise ça avant de critiquer la France. Hein, parce que cette insinuation permanente de racisme envers la classe moyenne française, la classe modeste française, ces classes qui travaillent, qui ne se plaignent pas, hein, qui construisent la France de demain, eh bien, elle est injuste, elle est inique, elle est inéquitable, elle est scandaleuse, je le redis. Alors, M. Hollande nous a dit qu'il a été, on a vu qu'il a été hué le 11 novembre. Eh bien oui, mais M. Hollande, il a encore parlé à l'occasion du 11 novembre, il a encore parlé de racisme, d'intolérance. Mais il n'a pas parlé de courage, il n'a pas parlé de sacrifice, il n'a pas parlé d'honneur. L'honneur, c'est une valeur qui n'existe pas. Il n'a pas parlé de sens de la patrie. Alors, vous savez que la carte du 14-18, hein, que nous commémorons le 11 novembre, a été considérée par les historiens comme un suicide de l'Europe, pratiquement. Hein, c'est l'irresponsabilité des dirigeants de l'époque et aussi un nationalisme, il faut bien le dire, trop exacerbé, qui a conduit à cette catastrophe, hein, un suicide de l'Europe. Et bien moi je trouve que la nouvelle élite qui prétend nous diriger est suicidaire. Elle veut détruire notre civilisation. Et donc, moi je dis aux Français, nous avons envie de vivre, qu'on soit jeune, moins jeune, qu'on soit retraité. Et donc, puisque nous avons envie de vivre, il faut nous débarrasser de cette élite. Voilà Rémi. Merci beaucoup Marc pour ces propos. J'aimerais vous donner rendez-vous dimanche parce que Marine Le Pen fera un discours à Paris. Je vous donne l'adresse, 5 rue du colonel Pierre Avia, c'est dans le 15e, j'ai dit 5 mais c'est le 20, excusez-moi, 20 rue du colonel Pierre Avia dans le 15e. Ça commence à 15 h, donc arrivez plutôt vers 14 h 30, ça coûte 5 €. D'ici là, bonne soirée.